Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. Je suis avec le sémillant, le magnifique, le bien coiffé Ker. Salut à toi mon cher Ker. Salut à toi On mon est cher Greg. Pour une vidéo de presque qualité, je suis désolé de vous l'annoncer, mais pour parler d'un sujet qui est beaucoup trop gros pour nous, mais que Ker a préparé pour vous. Donc on va vous parler de la crise du cinéma en 2020. Je ne suis au courant de rien. Ker m'a juste teasé avec 2021 des aussi. initiales en disant on va parler d'un certain petit virus qui s'appelle le Covid et qui aurait eu un impact sur le cinéma. Et du coup, Ker va me présenter son dossier. Je vais essayer donc de vous faire une réaction vidéo. C'est-à-dire que pendant toute la vidéo, je vais faire « Ah oh, Amazing. Amazing, wow, c'est incroyable, je ne m'attendais pas à ça !» Et donc, du coup, Ker a préparé le dossier et il va nous le présenter. Donc, à vous comme à moi. J'ai hâte de voir ce que tu vas nous apprendre. Merci à toi, Ker, pour ce dossier. Je peux donc retourner sur mon ordinateur. Non, pas du tout. Alors, on va parler donc de la crise, pas tant de 2020 parce que 2020 on l'a vécu, mais plutôt de ce qui va arriver en 2021. Ce que l'on peut attendre, c'est un sujet que j'avais hâte de traiter en vidéo parce que ça m'intéresse énormément. On a, rappelons-le quand même, vécu une année 2020 absolument incroyable au niveau du cinéma, une année tristement historique avec pour la première fois depuis des décennies et même depuis sa création, le cinéma américain qui était complètement parasité, bloqué par l'épidémie que nous connaissons, la pandémie que nous connaissons actuellement. Alors, je me permets juste de préciser qu'on a enregistré cette vidéo avant Noël 2020, donc s'il y a une nouvelle variation, une nouvelle mutation du virus qui du coup a été encore plus agressive et a lessivé la moitié de la population, nous ne sommes pas au courant, donc attention, peut-être spoil, peut-être pas spoil. En tout cas, du coup, si ce que vous regardez, admettons, la moitié de la population de la planète est décimée par le Covid-20 et que vous tombez sur cette vidéo et que vous nous mettez un commentaire en disant c'est n'importe quoi, il n'y a plus de cinéma parce que tout simplement il n'y a plus d'économie et il n'y a plus de pays parce que tout le monde est mort. Vous n'avez pas autre chose à foutre que d'aller regarder une vidéo de 2019, enfin qui se base sur le Covid-19, aller sauver la planète. Bref, excusez-moi pour ce... Mais ça me paraissait être un coup de gueule important Ça à va faire. être dur, je sens ce dossier, mais en tout cas, voilà, c'est un sujet important. Donc 2020, année incroyable. On a eu donc tout le cinéma américain de bloqué, le cinéma français également pendant une très longue période, même s'il a beaucoup tourné par rapport à d'autres pays. On a à côté de ça des pays qui ont été relativement peu touchés et qui ont connu des véritables phénomènes comme le Japon avec Demon Slayer, et ça on en parlera dans la rétro 2020 qui est peut-être déjà sorti sur la chaîne, je ne pense pas. En tout cas, toujours est-il que sur l'année 2021, qu'est-ce qu'on peut imaginer, et il y a des informations très importantes. Déjà, premier élément, tu l'as dit toi-même avec humour, la crise sanitaire est loin d'être terminée, et l'idée qu'on avait et que beaucoup avaient, notamment sur les sorties de films, de vivement 2021, parce que là 2020 c'est pesant et on a hâte que 2021 commence pour que ça revienne à la normale, ça déjà vous pouvez l'oublier parce qu'on n'a aucune idée de quand la reprise normale des cinémas va être effective, et si reprise des cinémas classiques il y aura. Les premiers blockbusters restent menacés. Je vais vous faire la liste pour faire un petit peu le point, en sachant que Disney a placé par exemple Black Widow en mai, alors qu'ils auraient pu le placer par exemple en février ou en mars. Pas du tout. Février-mars, mars-avril, c'est un excellent créneau, bien mieux que mai pour un film du genre. Et pourtant, Disney l'a placé en mai, donc c'est qu'ils sont relativement inquiets. Regardons un petit peu ce qui est annoncé au cinéma. Il y a Tom et Jerry, Aya et la sorcière, donc le film de Miyazaki, qui sortent en février. Menace. En mars, on a The Kingsman. Donc ça, c'est. Ça veut dire quoi, menace ? On n'a aucune certitude. Enfin, c'est peu probable. Soyons objectifs. Actuellement, il y a beaucoup moins de la moitié des cinémas américains qui sont ouverts. Donc là, les films qui sont au box-office se vautrent totalement. Au moment où on enregistre la vidéo, on a les tout premiers chiffres de Wonder Woman à l'international, puisqu'il sort pas aux États-Unis. Enfin, il sort aux États-Unis à Noël. Mais sur HBO Max, là pour l'instant, même à l'international, c'est catastrophique. Aux États-Unis, les Croods 3 sont en tête du box-office depuis plusieurs semaines, et ils ont fait une semaine où ils ont tapé à 3 millions de dollars. C'est absolument impensable en période classique qu'un film soit premier du box-office avec 3 millions de dollars. Un Avengers, alors je prends les cas exceptionnels bien évidemment, mais en un week-end, ça vous fait 200 millions.
pour te donner une comparaison. Donc là, on est dans une situation qui est complètement surréaliste. Et les cinémas ne vont pas redémarrer l'activité aussi facilement. Donc les films de février sont clairement menacés. Il n'y aura pas toutes les salles, il n'y aura pas tous les pays, et on aura une exploitation qui sera compliquée pour les studios qui vont lancer les films. C'est pour ça d'ailleurs que en février, il n'y a quasiment rien. Mais je reparlerai du planning. Mais là, je vais continuer. Sur mars, on a The Kingsman, donc le spin-off de Kingsman. Prévu donc par Disney, puisque c'est eux qui ont récupéré la franchise avec le rachat de la Fox. On a Morbius, le film de super-héros avec Jared Leto, qu'on a un peu oublié. On a Chaos Walking avec Tom Holland et Daisy Ridley, qui est un film post-apocalyptique qui est très attendu. Et on a Baby Boss 2. Là encore, on n'a pas d'énormes mastodontes. Morbius, c'est un outsider. Chaos Walking devrait pas énormément attirer de monde en salle. Et The Kingsman a plus de chances. Mais si pandémie reste en place, Disney, ils vont faire le mouvement et ils vont, par exemple, pourquoi pas sortir le film sur Star, donc la plateforme, la partie de Disney Plus pour adultes, ou sur Hulu. On ne sait pas. En avril, il y a déjà des plus gros films. Et c'est avril qui inquiète parce que si la pandémie perdure, on pourrait avoir encore des films qui sont repoussés. Et dans ces films-là, il y en a un qui sort le 31 mars en France, mais en avril aux États-Unis, donc le 2, je crois. C'est bien évidemment James Bond. Le prochain James Bond qui sort donc début avril, et là encore il y a déjà des rumeurs qui disent que finalement le film pourrait être encore une fois repoussé si la situation ne s'améliore pas. De toute façon, si la situation ne s'améliore pas, ne cherchez pas plus loin, No Time to Die ne sortira pas en avril. Ils ne vont plus envoyer de films au casse-pipe comme ça a été le cas avec Tenet, et comme c'est le cas aussi sur Wonder Woman 1984, parce que là il y a déjà la Warner qui est en train de, alors qu'on a vraiment, c'est le balbutiement des premiers chiffres, on a déjà la Warner qui est en train de dire oh mon dieu. En avril, on a également Sans un bruit 2 qui devait sortir l'année dernière, enfin cette année là en 2020, mais c'était au courant de la rentrée, fin de septembre. En mai, il y a des poids lourds, et là, si la situation n'a pas repris normalement, ces poids lourds-là, vous pourrez les oublier, enfin, pas tous, mais il y en a un qui sera repoussé, c'est Fast and Furious 9. Parce qu'Universal ne veut absolument pas entendre parler d'un possible plantage sur ce film qui potentiellement pourrait avoir 1,2 milliard, 1,5 milliard au box-office. On a Black Widow aussi, et on a Godzilla vs Kong. Donc là, concrètement, on a d'énormes incertitudes sur le calendrier de 2021 sur les premiers mois. Là, j'ai fait que les premiers mois, ça sert à rien de faire la suite. Et aussi, on a un calendrier qui n'est pas bouclé. C'est-à-dire que si la situation sanitaire s'améliore, et que par exemple en avril, mai, les films, tout repart, ça est parfait. Il y a plein de décisions qui ont été prises, comme par exemple passage sur plateforme où on décale le film à plus tard, on change la date et on le remet. Donc il va y avoir un calendrier qui va évoluer. Mais il y a une énorme information qui est tombée, c'est une information historique qui est tombée donc en décembre, qui vient de la Warner. La Warner cette année a été celle qui a pris les risques en envoyant un blockbuster en salle pour voir si le public répondait, si le public se déplaçait. Ce film, c'était Tenet de Christopher Nolan. Le résultat était sans appel, le film s'est vautré. Il a rapporté quand même 300 millions de dollars au box-office mondial. Ce qui est intéressant, hein, ce qui n'est pas non plus une catastrophe. Enfin, si, c'est une catastrophe, ils ont perdu de l'argent. Mais ce qu'il faut comprendre aussi sur Tenet, c'est que comme il y a eu l'effort de le sortir en fin d'été, les gens sont allés le voir aussi pour saluer l'effort. Et par exemple, Tenet a fait des meilleurs démarrages que d'autres films de Nolan dans certains pays. Donc il y a eu un effet un peu pour contrebalancer. Et la Warner, ayant eu cet échec avec Tenet, a décidé... Après, il faut juste dire que le film ne fait pas du tout l'unanimité d'un point de vue qualitatif. Oui, mais les critiques, dans les faits, ont un impact moins important qu'on ne le pense. Tenet, c'est... mi-figue, mi-raisin. Si le film se faisait absolument détruire par tout le monde, en effet, ça pourrait avoir un impact sur le box-office. Mais il y a beaucoup de gens qui vont au cinéma qui ne savent pas ce que pense le public et qui ne savent pas ce que pensent les critiques. Donc, on prend en compte, mais c'est quand même limité. Par contre, la Warner, là, en décembre, a pris une décision, donc je disais, qui est absolument historique. Ils ont décidé que l'intégralité de leur blockbuster de l'année 2021, soit 13 films, allait sortir simultanément sur HBO Max et au cinéma aux États-Unis. Ça ne concerne que les États-Unis pour l'instant.
C'est une décision qui a fait énormément de bruit. Alors attention, il y a une condition à cela, les films seront disponibles sur HBO Max sans surcoût, donc c'est différent avec Mulan qui était à $30, mais par contre ils ne seront disponibles sur HBO Max que pendant 30 jours. Ensuite, ils passeront soit en exploitation... piratage. Voilà, non, soit mais on va en parler parce que c'est important. Soit en exploitation classique cinéma, soit ça reprendra le chemin classique du DVD Blu-ray, etc. C'est une décision qui, je le disais, est historique parce que ça n'est jamais arrivé. Dans l'histoire du cinéma, il y a toujours eu la priorité à la salle obscure. Toujours. Et là, la Warner, avec l'année 2020 qu'ils ont vécue, qui a été une année extrêmement dure pour eux, du fait de l'échec de Tenet, du fait de l'échec de Wonder Woman, le report de Dune, fait que là, la Warner, en plein lancement de HBO Max, décide de booster à fond sa plateforme, parce qu'elle a eu un lancement un peu compliqué aussi, et du coup, ils se disent, il y a l'opportunité de, sauver l'exploitation de nos films qui sont là en attente et on a besoin de rentrée financière, et de 2, booster HBO Max et essayer de récupérer un maximum d'abonnés. D'ailleurs, HBO Max a retiré le fameux mois où c'était une semaine, je ne sais plus, tu sais, de d'essai gratuit. Par exemple, pour Wonder Woman 1984 aux États-Unis, il faudra être abonné à HBO Max pour le voir. Là où ça pose problème, c'est qu'il y a énormément de réactions suite à l'annonce de la Warner. Dans les faits, au niveau purement business, ça se comprend. C'est indéniable. Purement artistique, cinématographique et avenir du cinéma, c'est plus discutable. On a des personnalités qui sont très importantes qui ont pris position contre la décision de la Warner. La première personne, c'est Patty Jenkins, mais j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. C'est la réalisatrice de Wonder Woman 1984 et du premier aussi, qui a déclaré qu'elle trouvait vraiment dommage que la Warner prenne cette décision. C'était aussi Patty Jenkins, la première qui avait alerté sur le fait que potentiellement les cinémas ne rouvriraient jamais, et ça j'en parlerai plus tard, mais j'avais dit dans la vidéo sur Disney qu'on pouvait pondérer un peu ses propos parce que 2 jours après sa déclaration, on se rend compte que Patty Jenkins a signé avec Disney pour réaliser un film Star Wars. Alors est-ce qu'elle c'était pas aussi un peu par intérêt qu'elle a fait ça, comme je l'avais dit, Spielberg avait défoncé Netflix juste avant d'annoncer qu'il bossait avec Apple TV+. Bref. Autre personne qui a pris position contre ça, c'est Denis Villeneuve, le réalisateur de Dune. Et surtout, il y a Nolan. Nolan qui est un habitué de la Warner. Il a fait tous ses films avec la Warner. Les Dark Knight, il a fait Interstellar, Inception. C'est un habitué. Et c'est Nolan qui a poussé la Warner à sortir Tenet au cinéma. Alors la Warner voulait aussi essayer et était d'accord pour sacrifier Tenet. Et là, Nolan a dit... Une chose qui est terrible, il a dit HBO Max c'est la pire plateforme de streaming du monde, en parlant de la plateforme de streaming de la Warner. Donc il y a une vraie colère de Nolan. James Gunn est extrêmement déçu aussi, vous allez me dire mais pourquoi ? Parce que c'est le réalisateur de The Suicide Squad qui doit sortir cette année. C'est Suicide Squad 2, mais en fait ça s'appelle The Suicide Squad. Ils font comme si le 1 n'avait pas existé. James Gunn est très déçu que les gens ne puissent pas en profiter pleinement au cinéma. Mais surtout, il y a un autre énorme problème pour la Warner qui pourrait faire complètement clapoter leur projet. C'est que ils ont certains des films qui sortent en 2021 sont en majorité financés par d'autres studios. Et en fait, la Warner les distribue aux États-Unis. C'est le cas de Godzilla vs Kong et de Dune, qui sont en immense majorité financés par Legendary. Et Legendary a dit on n'a pas été prévenu, parce que ça c'est aussi un autre problème. Il est hors de question que Godzilla vs Kong et Dune ne sortent sur HBO Max. On veut pas. Donc là, à mon avis, il va y avoir procès, il va y avoir une discussion en interne qui risque d'être vraiment compliquée. Mais voilà, alors est-ce que ces films sortiront uniquement au cinéma, pas sur HBO Max ? Est-ce qu'il y aura un surplus financier ? On ne sait pas. Je pense que Kong va prendre super cher. Mais alors par contre, la décision de la Warner, c'est un grand saut dans l'inconnu. C'est un grand saut dans l'inconnu parce qu'on ne connaît pas encore la rentabilité réelle des plateformes de streaming par rapport aux blockbusters. Et notamment... il y a 2 films dans la liste qui ont besoin de rentrer beaucoup d'argent pour avoir la possibilité d'avoir une suite. Il y a Matrix 4 pour commencer, parce que Matrix 4 est un film qui, même si on ne connaît pas le budget, peut-être que le budget est pas si énorme que ça pour Matrix 4, mais en tout cas, c'est un film qui potentiellement est un énorme événement sur l'année 2021 et doit rapporter beaucoup d'argent. Mais l'autre film qui a absolument besoin de rentrer dans ses frais,
pour avoir une suite, et il doit avoir une suite, pitié s'il vous plaît, c'est Dune. Dune, s'il sort sur HBO Max, et qu'au ciné il fait que dalle, et que sur HBO Max tout le monde s'en fout parce que les gens ne connaissent pas Dune et ça attire pas grand monde, Denis Villeneuve n'aura pas sa suite. Et que c'est des acteurs en croissance, c'est Voilà. pas des acteurs qui sont Oui, arrivés. exactement. On va dire l'acteur le plus bankable actuellement dans Dune, c'est Jason Momoa, tu vois, c'est Aquaman. T'as Oscar Isaac aussi, mais c'est vrai que Timothée Chalamet, etc. C'est en devenir. Voilà, puis des acteurs qui sont confirmés comme Javier Bardem par exemple, ou Josh Brolin, sont des acteurs qui sont vraiment confirmés, qui sont d'excellents acteurs, mais c'est pas des gens qui vont vous déplacer en salle. Donc si Dune se vautre sur HBO Max, c'est une catastrophe pour la Warner, mais c'est aussi parce que le film coûte très cher, mais c'est aussi une catastrophe pour Villeneuve, et c'est une catastrophe pour nous, parce que Dune a un énorme potentiel. S'ils adaptent les livres d'Herbert aussi bien que Herbert les a écrits, c'est du caviar. Donc il y a ça. Autre élément, c'est que lorsqu'il y a eu l'annonce de la Warner, il y a eu rumeur sur le fait qu'en fait la Warner était les seuls finalement à pouvoir le dire en premier. Comme ils avaient lancé Tenet cette année et qui s'était vautré, c'était légitime que ce soit eux qui annoncent en premier le fait que, en 2021, tous les gros studios allaient passer leurs films et au ciné et sur leur plateforme. Et en fait, pas du tout. Pourtant, on était certain qu'Universal allait le faire, que Disney allait le faire, etc. En fait, il n'y a que Disney qui a fait ça sur un film qui devait être le très gros film de Noël 2020, qui est Raya et Le Dernier Dragon. Et en fait, ils ont annoncé qu'aux États-Unis, Raya allait sortir simultanément en salle et sur Disney+. Mais c'est tout. Au moment du Disney Investors Day, ils n'ont absolument pas dit que les films Marvel, par exemple, allaient sortir sur Disney+. Ils ont maintenu, ils n'ont pas parlé non plus de cinéma, mais ils n'ont pas précisé. Donc, pour l'instant, on en est là. Sur la France, maintenant. Donc là, on a fait le cas américain, mais on va revenir dessus après parce qu'il y a encore plein de choses à dire. Mais sur la France, pour l'instant, les cinémas français sont fermés depuis le second confinement. Ça a posé d'ailleurs de gros problèmes, on va voir. Il y a une possible reprise au moment où on nous parle d'une réouverture en janvier. Le calendrier, c'est quoi ? C'est beaucoup de films français, petits films français, et quelques films internationaux, quasiment pas de films américains. On envoie un film avec Chloé Moretz, histoire de voir si ça prend un peu, mais c'est tout. Il n'y a pas de quoi faire rêver en janvier-février. Le premier, on va dire, gros film sur le calendrier, c'est OSS 117. Mais par exemple, tu vois, Kaamelott est repoussé à plus tard, on ne sait pas quand. Il y a eu un problème avec le second confinement, c'est qu'en fait, la brutalité de l'annonce du second confinement a lancé un très très mauvais message en France aux distributeurs, puisque quelques jours avant, il y avait l'idée il faut être solidaire avec les cinémas français. On a eu Mulan qui a été annoncé sur Disney+, ça a fait polémique, il y a eu des vidéos d'exploitants de salles qui cassaient les affiches, les PLV de Mulan en colère, etc., ce qui est compréhensible. Et il y a eu l'idée quand il y a eu des distributeurs qui ont dit non, mais là finalement, l'automne, début d'hiver, on le sent pas, on va repousser. Et là, il y a eu, sur tous les réseaux sociaux notamment, des gens qui ont dit non, mais il faut être solidaire, gardez vos films, etc. Et un exemple très important, c'est Peninsula, la suite du Dernier Train pour Busan, qui a été repoussé à décembre. Il y a eu polémique, ils ont dit oh, c'est pas cool, vous aidez pas les exploitants de salles, ils vont tous fermer. Ce qui est vrai. Je sais pas s'ils vont tous fermer, mais c'était pas cool, c'était pas solidaire. Et du coup, je crois que c'est SND qui sort le film. Ils ont dit, ok. En fait, on est solidaire. Ok, c'est une très mauvaise période pour nous. On sait qu'on va perdre de l'argent, mais c'est pas grave. On va sortir le film à sa date prévue. Ils l'ont sorti. Et bam, deuxième confinement. Et la carrière Peninsula en salle, complètement détruite. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va refroidir les distributeurs. Parce que tant qu'il n'y aura pas en France une situation sanitaire plus apaisée et une reprise réelle des films en salle, ils ne prendront plus de risques parce que c'est une perte d'argent énorme. Et puis en plus, il y a des plateformes qui arrivent en France, qui sont là en France, mais qui sont en train de dire ah si vous le sortez pas en salle, nous on est là pour les racheter vos droits. Exemple Amazon. Amazon en France est très fort là-dessus, ils sont très agressifs. Au niveau français, concrètement, c'est un peu la même chose qu'aux États-Unis ou en Angleterre. Il y a beaucoup de rumeurs. Alors pour l'instant, rien n'est fait, mais il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'en fait,
Alors, il y a une idée fausse en France qui est de croire que les petits cinémas, tu sais, de campagne, etc., sont les cinémas qui vont fermer en premier parce que bah, ils n'auront pas eu de salle, de gens en salle, pas de films, etc. Sauf que beaucoup sont associatifs, et quand c'est associatif, le budget est assuré à l'année. Donc potentiellement, le budget 2020 était assuré, donc ils ont eu une perte forcément, c'est plus compliqué. Mais par exemple, il y a des cinémas associatifs où c'est des bénévoles. Il y a très peu de salariés. La vraie menace, elle est sur les multiplexes. Et là, il y a des rumeurs qui disent qu'il y a des grosses villes de banlieue qui vont perdre, de banlieue de province, pardon, et puis des cinémas à Paris aussi, hein, je pense, qui vont fermer définitivement. Et là, on pourrait se retrouver dans des zones géographiques importantes, sans cinéma, si la crise perdure. Donc, c'est un énorme problème. Donc, on va voir comment ça va évoluer sur 2021, mais c'est vrai que là, il y a une vraie inquiétude. J'aimerais maintenant aller sur 2 idées fausses. J'ai déjà parlé des cinémas associatifs, mais il y a 2 autres idées fausses. Là, c'est au niveau global. La première idée fausse, c'est de dire, et on le voit beaucoup, 2021 au cinéma, ça va être une année folle, ça va être surchargé, le calendrier, ça va être un truc de ouf. C'est faux. Pourquoi ? Déjà, en début de vidéo, j'ai dit que potentiellement, le planning allait être allégé à cause de la pandémie. Il va y avoir des reports, mais surtout, en fait, les tournages de 2020, qui étaient pour des films qui allaient sortir, beaucoup de tournages ont été retardés. Donc certes, les films ont été repoussés, mais ils ont pris la place de films qui, eux, sont soit en tournage, soit ont été décalés à plus tard. Ce qui fait que si on regarde finalement le planning des sorties prévues aujourd'hui, en 2021, il n'y a pas du tout de surcharge par rapport à une année classique. Et l'autre énorme erreur, je trouve, c'est ce qu'on a vu au moment où les cinémas français étaient ouverts, mais pas les cinémas américains, et où du coup il n'y avait plus de films américains en salle. Les gens ont dit non mais on s'en fout Mulan, ils le sortent pas en salle, c'est pas grave, il y a plein de films français de qualité. C'est vrai, il y avait des films français de qualité, bon il y avait aussi les blagues de Toto, mais il y avait des films français de qualité. Le problème, et c'est un vrai gros problème, c'est que beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a eu un impôt sur la vente de places en France, qui s'élève à environ 10% du billet, qui sert au financement des films français. Or, les cinémas américains remplissent les salles, donc il y a 10% à chaque fois du billet qui va payer le financement du cinéma français. Et par exemple, en 2020, il y a eu 90 millions d'entrées en France en moins par rapport à 2019, ce qui représente environ 60 millions d'impôts en moins pour le financement du cinéma français. Donc si il n'y a plus de films américains en salle, il y a moins de financement pour les films français, et donc moins de films français. Donc il faut, pour que les choses fonctionnent, que l'économie reprenne correctement, il faut indéniablement que les films américains reviennent en salle, que les films français soient en salle aussi, que tout refonctionne logiquement. Tant que cela ne sera pas fait, le cinéma sera en grand danger. Alors du coup, est-ce qu'on peut vraiment parler de le cinéma va mourir ou pas ? Je vais revenir sur ce qu'a dit Patty Jenkins parce que c'était vachement intéressant. Patty Jenkins, c'est donc la réalisatrice de Wonder Woman, et elle a dit il y a quelques mois que pour elle, c'était évident que les multiplexes ne rouvriraient jamais aux États-Unis. Elle a dit le modèle que l'on connaît actuellement, que l'on connaissait avant un film sort dans plein de salles, il y a un box-office, c'est commenté, et puis le film reste X semaines en salle, etc. Les multiplexes, tout ça, vous oubliez, ça ne rouvrira pas. Pourquoi ? Parce que en fait, elle parlait de serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que pandémie, fermeture des cinémas, les studios retardent la sortie du film. Comme il n'y a plus de films à diffuser, les cinémas ne rouvrent pas. Comme les cinémas ne sont pas rouverts, le studio continue de repousser le film, les cinémas ne rouvrent pas, et ainsi de suite. Sauf que les studios, la plupart sont très riches, ou ont des plateformes en backup pour diffuser le film. Mais les multiplexes, eux, que dalle. Leur business plan, il tombe complètement à l'eau. C'est des milliers et des milliers d'emplois qui sont menacés aux États-Unis. Et là, aujourd'hui, Cineworld, qui a racheté Regal aux États-Unis et qui est un géant dans les multiplexes au Royaume-Uni et aux États-Unis, il y a des rumeurs qui disent que ça va couler. Et AMC, qui est le plus gros aux États-Unis, là, a le torse bombé en disant non, mais nous, ça va, on va tanker. Sauf qu'en fait, les rumeurs disent que du côté d'AMC, il y a une réflexion sur le fait de fermer le parc de multiplex aux États-Unis. Ça serait un truc complètement surréaliste. Il n'y aurait plus d'énormes multiplex aux États-Unis.
Et alors, il y a plein de gens qui disent, mais c'est complètement utopiste. Il y a notamment des réalisateurs qui sont très confiants en l'avenir, qui disent, mais non, quand la pandémie sera terminée, les gens auront envie de retourner au cinéma, etc. C'est vrai, moi j'ai envie de retourner au cinéma. Mais s'il n'y a plus de cinéma, parce que économiquement ils n'ont pas tenu, ben mystère. Ils ne sont pas aidés, hein, les multiplex aux États-Unis. Hein. En France, on a quand même, même si c'est critiqué sur les montants, etc., il y a quand même de l'aide. Aux États-Unis, pas du tout. Donc voilà. Alors, il y a aussi autre chose qu'il faut regarder sur tout ça, c'est qu'avec la Warner qui sort sur plateforme et sur HBO Max, il y a beaucoup de gens qui disent, à juste titre, hein, cette question se soulève, oui mais les plateformes sont en train de tuer le cinéma, le cinéma va mourir. Peut-être, peut-être pas. Dans les faits, pour l'instant, rien n'est acté. Disney, comme je le disais, n'a pas annoncé que ses gros films allaient sortir sur Disney+, contrairement à la Warner. Universal ne l'a pas fait pour Peacock, sa plateforme. Et pourtant, Peacock en aurait besoin. Rappelons que Peacock, c'est l'énorme plateforme d'Universal et qu'elle avait basé son lancement en 2020 sur les JO. Or, il n'y a pas eu les JO. Donc, le lancement de Peacock cette année, c'est extrêmement compliqué. Donc, ils pourraient prendre les films Universal puis dire, bah, c'est pas grave, on les met sur la plateforme, ça fait parler de Peacock, etc. Parce que moi, dans les faits, Peacock, ça fait des semaines que j'en ai pas entendu parler. Hein. Universal n'a rien fait. Et là où c'est intéressant, c'est que là, Warner a bien parlé de 2021. Ils n'ont absolument pas dit, et ils ont bien insisté là-dessus, sur le fait que tous leurs films à présent sortiraient sur HBO Max et au ciné. Non, non, non. Ils ont parlé que de 2021. Pour eux, 2022, c'est revenu, on va dire, plus classique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces gros studios-là ont beaucoup à perdre à ne pas sortir les films au cinéma. Et celui qui a le plus à perdre, c'est Disney. Disney au cinéma, la première semaine d'exploitation, ils prennent une part des recettes en salle énorme. Ils ont une part, comme on l'avait dit dans d'autres vidéos, sur l'achat de la vente additionnelle. Donc les confiseries, les glaces, etc., et les boissons, etc. Donc, honnêtement, comme en plus on ne sait pas si le business plan de la plateforme va être rentable, comment est-ce qu'ils vont réussir à rentabiliser le budget d'un film, sa promotion, etc., avec juste la plateforme, et à côté de ça, la perte d'argent en salle, là, objectivement, un Avengers qui fait 2 milliards, dans le contexte actuel, mais c'est juste devenu complètement impossible. Donc voilà, il y a énormément de questions qui sont soulevées. Le seul truc où moi je reste quand même positif, c'est que malgré la situation, malgré le contexte extrêmement négatif autour des salles de ciné, de leur potentiel avenir ou pas, des questions qui sont soulevées sur les plateformes, on a toujours énormément de studios qui annoncent des gros projets. Tu vois, on a un film Metal Gear qui est annoncé avec Oscar Isaac. On a plein de trucs qui sont annoncés. Et pas des sorties où direct le studio dit « Ouais, ça, on fait ça pour notre plateforme. » Non, non, ils précisent pas, ils continuent d'annoncer des gros films. Donc ça, pour moi, c'est un indice qui tente à prouver qu'ils y croient encore un peu. Et dernier point, avant que tu puisses réagir à tout cela, mon cher Greg, c'est le piratage illégal qui est en train de faire flipper tous les gros studios américains. Pourquoi ? Je vais l'expliquer. Déjà, on pouvait assez aisément le comprendre avec l'annonce de la Warner qu'ils allaient essayer de chasser les sites qui proposent du contenu illégal. Mais là, la sortie de Wonder Woman fait craindre le pire. En fait, là, ils sont en train de se dire que les gens ne vont volontairement pas voir Wonder Woman 1984 au moment où on enregistre, parce que le film va être disponible sur HBO Max pour Noël. Et il faut vraiment que... En fait, le problème n'est pas du côté du public. Il faut que les États et les productions se mettent d'accord. Ça n'a pas de sens qu'un film sorte à notre époque dans certains pays et pas dans d'autres. Ouais, de manière digitale. Mais c'est le même problème. C'est ça le fond du problème. C'est le problème qu'a eu Mulan. Mulan est sorti, il a été énormément piraté et la sortie légale française est passée assez inaperçue. Et en fait, saison 1 de Mandalorian. Qui a eu un démarrage en 2 à coups avec, tout à fait. avec des personnes qui l'avaient regardé en piraté et des personnes bien sûr. qui l'ont découvert après en février oui, et qui étaient complètement spoilées. Et puis en plus, avec, c'est là aussi où le choix de Disney+ était très étrange, c'était de le diffuser encore une fois un épisode par semaine, alors qu'aux États-Unis il y avait déjà tout.
Mais bon, bref, et le truc sur le piratage là, c'est que dans les faits, il y a vraiment ces derniers jours une énorme inquiétude qui fait que les studios sont pas en train de dire on va partir à la chasse au site parce que de toute façon le piratage a toujours un temps d'avance, mais ça donne des arguments en plus pour le maintien des ciné. De dire bon ben finalement au moins avec le fait de projeter par exemple notre Endgame en salle, on était tranquille, les gens allaient le voir au cinéma parce que de toute façon ceux qui le voyaient en piratage, ils avaient un vieux screener complètement immonde et voilà. Et je pense que en effet là le piratage est en train d'être vraiment, ça l'était déjà pris au sérieux, mais là vraiment pris au sérieux. Ça va être un enjeu sur 2021 et peut-être plus après, et un argument pour le maintien des salles. Voilà. T'y crois toi ou pas? Bah, même si franchement, la pandémie est tellement évolutive que je vais pas voir l'avenir. Par contre, ce que je peux C'est unique. Ouais. Et le truc, par contre, que je peux te dire, c'est que depuis le début, on a tendance à dire que le Covid a accéléré et n'a pas, tu vois, n'a pas défoncé un système Ça a économique. accéléré la tendance des plateformes. Une tendance. Et en fait, ça fait déjà plusieurs années que la tendance était d'avoir les films qui sortent à la fois en salle et à la fois à la maison. Spielberg avait été un des premiers, on avait couvert une news il y a plus de 2 ans et demi sur le fait qu'il était ouvert avec DreamWorks pour qu'il y ait des sorties à la fois maison et à la fois cinéma, qu'ils évoquaient des prix de $30 pour la maison, ce qui a été le prix de Mulan. Et donc en fait, il y a beaucoup de On ne sait pas si Mulan a marché, c'est ça qui est... Oui, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit aujourd'hui qui étaient en fait des discussions qui étaient déjà amorcées par les studios. Et le fait d'avoir des films qui sortaient directement en plateforme, Netflix a attendu personne pour avoir un gros film par mois. Un gros film, soit c'est parce qu'il y a une très gros acteur ou une très grosse actrice qui a coûté très cher, qui est présent comme un Bird Box où c'est vraiment plus le casting qui coûte. Ouais, mais le budget et coûte à côté que dalle. de ça, Bird Box, il a rien coûté. le casting coûte cher. Et Oui, à côté mais de à ça, part, on a des Bullock. films. Et à côté de ça, on a d'autres films comme les Phantom 7, qui lui est un film qui coûte cher parce qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux. Ah, et Six puis il y a Underground. Six Underground. et en fait, et où on a derrière à la fois un gros casting et à la fois un film qui est juste truffé d'effets spéciaux, etc. Donc un film qui a une production coûteuse. On a des films qui étaient tellement chers, comme le The Irishman de Scorsese, qui était tellement cher que globalement, tout le monde a refusé le film pendant plus de 10 ans. Et en fait, donc, qui ont été faits par Netflix. Donc en gros, on voit que le marché est allé vers cette évolution de dire on ramène les films chez les gens, et puis c'est une logique d'abonnement, etc. Le truc, c'est que, bon, de constater ça, en fait, il peut pas y avoir, ou en tout cas pour l'instant, les succès n'ont pas, on ne connaît pas les chiffres, on n'a pas l'impression que les succès de ces films de plateforme peuvent permettre d'atteindre les 2 milliards que fait un film au cinéma. Oui, voilà. Et surtout, ou même juste être rentable. et surtout ces films, en fait, il y a des films qui étaient sur des modèles économiques. En gros, il y a des films à Hollywood qu'on appelle les sprinters, c'est-à-dire des films qui sont faits avec un casting qui donne vraiment aux gens envie d'aller voir le film, un pitch qui donne vraiment envie d'aller voir le film, sauf que tout le monde sait que le film, globalement, au final, sa réalisation a été bof. Exemple The Meg avec Statham, avec le requin géant. Et voilà. C'est un sprinter, ça. Et en fait, le but, c'est que le film il fasse énormément de pognon en 1 à 2 week-ends, parce qu'après, le bouche à oreille va faire que le film va disparaître. Et en fait, ce type de film qui... Personne ne rêve de faire un mauvais film. C'est-à-dire que The Meg, je suis sûr qu'ils avaient envie de faire le nouveau Les Dents de la Mer. Mais fait est que, au bout d'un certain temps, ils se sont rendus compte que le film, pour X raisons, soit parce que le scénario partait en cacahuète, soit parce que les acteurs, machin, mais pendant la production, ils se sont rendus compte que ce serait un sprinter. Et donc, ce genre de film ne peut plus exister sur les plateformes. Parce qu'en fait, la plateforme, si elle n'a que des sprinters, donc c'est-à-dire des films qui sont des mauvais films, en fait, elle ne va pas vendre de l'abonnement le mois d'après. Or, c'est très compliqué d'enchaîner des bons films à produire. Ah bah oui. Parce que si c'était facile, tout le monde le ferait. Et puis tu peux pas faire des films trop chers. Regarde, tu parlais de gros budgets, de grosses productions. Six Underground, c'est un cas à part parce que Michael Bay, Ryan. Un Seigneur des Anneaux, un Harry Potter, mais une juste licence regarde le film des frères Russo. Il est chiffré à 300 millions.
c'est de très très loin le plus gros budget de Netflix. Et Netflix, c'est un film qui sort dans 1 an ou 2 ans. Ils vont en produire des comme ça avec un budget aussi gros, voilà, un par an. Or, Disney, la Warner, Universal, ils en ont 3-4 par an, des monstres comme ça. Donc, Et alors, ça va avec aussi un mouvement qui était déjà là depuis 4 à 5 ans. En fait, il y a ce qu'on appelle la disparition des mid-budget. Donc, en gros, c'est tous ces films qui sont des films à budget moyen. Donc, c'est si je prends des vieux films, ça va être un Philadelphia avec Tom Hanks dont on parlait dans une précédente vidéo. Ça va être Quand il rencontre Sally. Ça va être tous ces films moyen budget. Ces films qui ont des grands acteurs, des grands scénaristes, mais qui ont un certain coût pour X raisons. Qui sont globalement de Silver Lining Playbook, qui est donc, pour prendre des films un peu plus récents, les films de Todd Phillips, le réalisateur qui a fait le Joker. Tous ces films qui sont des mid-budget, qui sont souvent les films qui gagnent les Oscars, parce que moins commerciaux que les gros budgets, et puis moins arty uniquement que les films indés. Et donc c'est souvent ces mid-budget qui gagnaient les Oscars, et en fait, il y a un vrai mouvement depuis longtemps que ces films mid-budget disparaissent. Parce qu'en fait, il y a plus de risques sur ces films que sur un énorme gros budget. Parce que pour 300 millions, tu vas peut-être en avoir 10, des films comme ça, et en fait, aucun a le potentiel d'avoir le succès que va avoir un Avengers. Et donc en fait, il y a plein d'autres raisons. Mais en gros, tous ces films à mid-budget ont tendance à disparaître. Il y en a vraiment de moins en moins. Et du coup, on les voyait encore, mais sous la forme de Blade Runner 2047. 49. T'étais à 2 ans près. Et le truc, c'est que c'est parce que c'est le moment où le shutdown du Nexus, c'est 2047, je crois. Et le truc, c'est que en fait, il y a vraiment des tentatives, qui sont faites de mid-budget, de les pousser pour que les films puissent marcher un peu plus. Mais au final, ces mid-budget ont tendance à disparaître complètement. Et là, dans cette nouvelle ère du Covid, c'est soit leur évolution, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de gros budgets parce qu'on n'aura plus les moyens de les financer, donc ça les réinjectera dans des mid-budget, ou alors c'est la fin définitive, parce qu'en fait, les plateformes voudront avoir leur gros budget qui va attirer du monde, et le reste, ça doit être du petit budget. Et j'ai une question à te poser. Si par exemple, tu es Warner, Disney, tu as les salles ne rouvrent pas, ok ? Tu as un énorme budget pour un film qui était prévu, 200, 300 millions. Est-ce que c'est pas plus intéressant pour la plateforme de mettre ces 200-300 millions dans une série de 10-16 épisodes qui va tenir les gens 10-16 semaines, ou dans un film one-shot qui sera peut-être oublié au bout de 3 jours? En fait, voilà, c'est vers là que je voulais aller. C'est qu'en fait, dans l'économie actuelle, où il n'y a pas le boost phénoménal que peut apporter le cinéma, qui va en fait générer d'un seul coup 100 millions, 200 millions en un week-end, parce que les gens sont prêts à payer 1h30 de divertissement entre 7 et 20 euros, suivant la zone où vous êtes. Et en fait, sans ça, il est tellement plus intelligent d'aller produire des séries. Et c'est, à mon avis, pas pour rien que Marvel a annoncé plus de séries, que Star Wars a annoncé plus de séries. C'est qu'en fait, d'un point de vue simplement financier, c'est plus intéressant. Ça permet de fidéliser le client parce qu'il va en regarder toutes les semaines sa série. Et en fait, le cinéma, comme on le connaît, son format de 1h30 à 2h, il est vraiment attaqué. Et en fait, si les salles de cinéma ne sont pas là, et s'il n'y a pas un mouvement des personnes qui se disent « Non, mais moi, je vais payer mes $20 ou mes $25 pour voir un film depuis chez moi », ce qui a, je pense, de très faibles chances d'arriver, je pense que le cinéma, comme on le connaît, va devenir une espèce de denrée rare. Ça va devenir, tu vois, comme les courts-métrages à l'heure actuelle. Quelques plateformes qui ont des trucs d'artistes. Et le court-métrage que tout le monde se partage parce qu'il est vraiment exceptionnel et de temps en temps, tu vois ouais, ça peut être un truc de négociation, par exemple. Tu prends un Inaritu, c'est le premier qui me dit ça, et tu lui dis, tu fais une série, un peu comme avait fait Nolan avec la Warner, mais tu nous fais un film. Voilà, tu fais la série qu'on te demande et nous, on est d'accord pour te financer ton prochain film. Et là, c'est vraiment, c'est pas que les salles de cinéma qui sont attaquées, c'est le cinéma qui est attaqué. Et on a vraiment
ça fait déjà des années qu'on avait déjà des grands noms de la réalisation qui passaient sur ce que la série, ce qui est accessoirement, eux, ils appellent ça le long form. Je trouvais ça marrant. C'était pour eux, pour arrêter de sortir avec juste le terme de série où tu pouvais mettre Police, tu vois, les vieilles séries, et à côté de ça d'avoir un Breaking Bad. Et en fait, maintenant, ils appellent ça du storytelling long form. Et en fait, donc le fait de passer à ce long form, eh bien, fait que, encore une fois, le Covid n'a pas cassé tout, mais il a accéléré des mouvements. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, cette année, j'ai eu l'impression d'avoir beaucoup vu proportionnellement des séries ou des animes et peu de films. Et sur cette fin d'année, là, eh ben, naturellement, je me suis retrouvé à tous les week-ends me regarder un film, 2 films, et des films qui étaient peut-être des films que j'avais loupés de 2019 ou de 2020 ou début 2020. Et je me rends compte que la passion du cinéma, bah, même s'il n'y a pas de quoi, en fait, comme tu as l'histoire du cinéma et que tu as forcément loupé des films de chaque année, te pousse à y retourner. Mais ce qui est sûr, c'est que on a peut-être vécu, sans le savoir, le grand âge d'or du cinéma. Et la grande révolution aussi cette année. Et la grande révolution, et je suis vraiment très curieux. Après, il y a des choses qui peuvent tout aider, hein. La technologie qui permettrait de faire des trucages beaucoup moins chers, Oui. de baisser les coûts. Tu vois, on parlait dans d'autres vidéos qu'on vous incite à regarder sur le deepfake notamment. Il y a des coûts de trucage qui peuvent être vraiment, vraiment baissés assez drastiquement. Ou la technologie de Mandalorian. Regarde, ils font une série hyper Ou la impressionnante. technologie de moins Mandalorian qui serait... Alors, Mandalorian, ça reste un studio à 11 millions, tu vois. Mais le truc, c'est qu'un grand Oui, studio mais qui ce va avoir studio, tu plein... l'achètes Voilà. et tu peux l'utiliser pour plusieurs trucs. qui fait plein de productions, c'est intéressant. Mais du coup, le fait que des productions puissent être plus intelligentes dans leur manière de gérer leur budget, baisser les coûts, peut les rendre de nouveau intéressantes. Et ça, fondamentalement, je pense que c'est peut-être la porte de sortie. D'avoir des films qui coûtent 2-3 séries et qui restent, tu vois, ces trucs qui vont... Parce que les hallucinés, l'IMDB et le côté... les réseaux sociaux qui vont pousser quelque chose qui sort à un instant T au-dessus du reste, va continuer d'exister. Et donc, tant que tout ça, c'est là, et que la promotion, pour l'engouement, tu vois, et l'attente du public pour revoir un film, je pense que Tenet aurait été un film oufissime. Les gens auraient bravé leur crainte du Covid pour aller au Il y a quand cinéma. même beaucoup de gens qui l'ont beaucoup aimé, Tenet. Il s'est pas fait détruire non plus. Non, mais je pense que c'est un film qui a laissé beaucoup de gens, Oui. Alors, moi, il y a... avec une expression faciale d'interrogation. Il y a deux trucs quand même que je voulais rajouter, et c'est... Alors, je te rejoins complètement sur tout ce que tu as dit. Et admettons par exemple que les salles ne reprennent pas aux États-Unis. Il y a une manière, en modifiant la loi, de permettre néanmoins que certains cinémas puissent être ouverts. Admettons que AMC, Cineworld, tout soit fermé. Ok ? C'est la faillite, c'est la débandade totale aux États-Unis. Aux États-Unis, la loi interdit aux studios de posséder leur propre cinéma. Et là, il y a déjà plusieurs articles qui en parlent. Une des possibilités dans l'avenir, pour qu'il y ait encore des salles obscures, ça serait de permettre aux studios d'avoir leur propre cinéma, où ils ne diffuseraient dans ce cinéma-là que leurs films à eux. Donc par exemple, un cinéma de la Warner ne diffuse que des films de la Warner. C'est génial pour Disney, mais pour d'autres, c'est non, vraiment Universal, dur. la Warner, Sony, ils ont plein de films. Non, mais Sony, par exemple, je pense pas qu'ils ont de quoi remplir les cinémas. Alors peut-être, mais par contre, là où c'est intéressant, c'est que ça permettrait de voir n'importe quel film du catalogue. Donc par exemple, la Warner pourrait sortir des vieux films. Universal pourrait te remettre Les cinémas ont dans la mer, etc. Pendant l'entre-confinement. Oui, mais c'est parce qu'il y avait le Covid. Mais après, si toi on te propose, moi par exemple, je me dis putain, il y a un Alien dans le cinéma de Disney. Ah bah oui, peut-être j'ai jamais vu au cinéma Alien, le premier du nom. S'il est en bonne qualité, tu vois, ça pourrait me tenter. Mais après, il y a un truc, je veux terminer sur cet argument-là, c'est qu'en fait, il pourrait y avoir une évolution où le cinéma n'est pas un truc que tu vas consommer une fois par semaine, mais le cinéma pourrait être une activité... C'est lui qui te consomme. Non, c'est une activité que tu consommerais un peu à la manière d'un parc d'attractions. Où tu vas au cinéma, mais tu as des petites animations autour, tu es dans un cinéma par exemple que de Disney, où toute la déco est en Disney, tu as des petites animations Disney, etc. Tu vas voir ton blockbuster Marvel ou Star Wars dans la salle obscure, au même moment il est dispo sur Disney+, tu peux le revoir en rentrant à la maison. Enfin, il y a une vraie évolution. Et en France, la loi peut également aider,
Et là, pour le coup, on va parler de la chronologie des médias rapidement. Il y a déjà des négociations, et il y en avait déjà avant le Covid. Ça venait juste de commencer d'ailleurs au moment du Covid. Des négociations sur demande d'Amazon et Netflix en France. Disney Plus est arrivé, donc en plus on savait que la chronologie des médias allait mettre d'énormes bâtons dans les roues de Disney Plus, et ça s'est prouvé. La chronologie des médias, pour moi, elle va complètement être modifiée à l'avantage des plateformes. Mais ce qui est évident, c'est qu'il y aura des contreparties. Et les contreparties, ça va être soit un impôt des plateformes pour aider les exploitants de salles, ça j'y crois moyen, mais surtout ce qui est évident, c'est que chaque plateforme va devoir produire des productions françaises. C'est déjà le cas pour Netflix, mais là ça va être encore plus vénère. Il y a déjà des projets qui vont dans ce sens-là. Ça sera aussi le cas pour Amazon, aussi le cas pour Disney, etc. Et donc ça sauvera pas les exploitants de salles, mais par contre ça permettra au cinéma français, aux acteurs, aux réalisateurs et tous ceux qui travaillent sur les films et les séries d'avoir du travail. Voilà. Bon, en tout cas, merci pour ce dossier qui était vraiment passionnant. Donc, merci à toi. T'as condensé pas mal d'informations. Je me moque pas, hein. Je trouve ça vraiment que t'as fait un super travail. Donc, merci à toi. Merci à vous d'avoir suivi. Je vais pas parler trop fort parce qu'à mon avis, une grande partie d'entre vous s'est endormie. J'en étais sûr qu'il y avait une vanne au bout. Mais c'est pour ça que je te croyais pas. Je me dis, il va me banner. Je le répète, moi j'ai trouvé que tu as fait un super dossier. Des bisous à tous. On se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Ciao, ciao. Ciao.